Alors, bonjour à toutes et à tous. On va commencer par quelques annonces. Alors, je commence moi-même et ensuite je donnerai la parole à l'un de nos invités, Didier, qui a aussi des choses à présenter. Alors, moi, je voulais vous annoncer une conférence de Massimo Leone à l'Université de Liège le 18 janvier prochain. Il s'agit d'une conférence sur les animaux masqués. Il aura lieu justement le 18 janvier au matin à 10h30. On vous enverra via la liste sémiotique aussi les liens pour se connecter depuis chez vous. Massimo Leone est en ce moment professeur invité à l'Université de Liège. Et non seulement il donnera cette conférence sur les animaux masqués, je fais passer l'affiche, mais il organise aussi avec moi et avec Claudio Paolucci un gros colloque sur 3 jours qui s'intitule Face It, The New Challenges of Cognitive Visual Semiotics, et fait cet event, qui aura lieu du 25 au 27 janvier à l'Université de Liège. Et justement, les 3 organisateurs, c'est Massimo qui est prof invité, Claudio et moi-même. Sur quoi portent ces colloques? Ils portent sur la sémiotique visuelle et sur toutes les nouvelles pistes de recherche face auxquelles nous sommes aujourd'hui, notamment les nouvelles méthodologies des Digital Humanities, de la Digital Art History, et aussi, évidemment, les tournants activistes. Je vais passer les programmes. Je les répète sur 3 jours. Événement à ne pas manquer, qui sera aussi transmis en distanciel. Et je passe la parole à Didier, qui est ici près de moi et qui vous présentera 2-3 publications. En fait, merci beaucoup, Madame Julia. Bonjour à tous, bonne année. Et en fait, je te remercie de me permettre de prendre la parole à ce sujet, simplement pour vous annoncer que j'ai fait depuis le mois de juin. J'ai fait partie du bureau éditorial en fait, de la revue Hermès CNRS, donc, qui est dirigée par Dominique Volton. Donc, il me donne un certain nombre de responsabilités. La première, c'est que je suis responsable en fait, du blog de la revue. Voilà, vous pouvez aller faire un tour. Hein. Le blog, en réalité, consiste à recueillir des avis très rapides sur une page, bien sûr des questions de toutes sortes. Voilà, en lien avec la communication. Dominique Volton travaille sur le concept d'incommunication. Donc, si j'ai apporté ici en fait, un ensemble de catalogues disponibles, il est possible également aussi de proposer des dossiers dans cette revue-là. La revue Hermès CNRS, en fait, c'est une grande revue et également des numéros thématiques. Donc, sur une publication qui s'appelle Les Essentiels. Et donc, le 3e format éditorial, c'est le blog dont je m'occupe. Voilà, ceux qui sont dans la salle peuvent récupérer ici, en fait, oui, je passe. Voilà, soit des catalogues, en tout cas, les dernières publications. Une dernière publication aussi que j'aimerais présenter, c'est la dernière sortie de la revue Cybernetics and Human Knowing, qui est une très, très vieille revue, hein, qui est publiée notamment en Suède et qui a été dirigée par des personnes comme Soren Breyer, qui travaille beaucoup sur ce qu'il appelle la cybersémiotique. Donc, il y a un numéro qui travaille justement sur qui a pour titre Narrative, Cognition and Communication. Moi, j'ai fait un papier dedans, justement, où je parle de la manière, donc, voilà, de construire, en fait, les procédés narratifs au travers, notamment, donc, c'est beaucoup là-dessus. Il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui, moi, j'ai découvert à l'occasion de cette revue-là, qui est fait vraiment sur la narration. On réinterroge, en fait, les formes narratives. Et cette revue, en fait, en manifeste, est une manifestation. Voilà un tout petit peu ce que je voulais ajouter en termes d'information. Merci beaucoup. On fait circuler ça aussi. Alors, peut-être, oui, une seconde, est-ce que quelqu'un
des annonces à faire, les publications, séminaires? Moi, j'ai une annonce que j'ai oubliée, en fait, que j'aurais dû dire. Évidemment, Yvan Ndaro est là. J'insiste encore pour vous annoncer que tu me prends sur la date, je ne l'ai plus en tête là, je pense le 20, Yvan Ndaro présentera son ouvrage en ligne, donc avec les interventions de Patricia Violi, Jacques Fontanier, Myrtha Chaucler, si je ne me trompe pas, Denis Bertrand. Et donc, j'aimerais, voilà, j'insiste un tout petit peu sur cette annonce-là, qui est en fait un des principaux événements de la rentrée. Quand j'ai adressé la newsletter de la Fédération romane cette semaine, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Il me semble que ça fonde un tout petit peu, effectivement, en tout cas, ça fonde et ça amorce l'année scientifique qui s'annonce au niveau de la, voilà, de la sémiotique. Donc, c'est le 20, Yvan, je ne sais pas si je me trompe. Je pense que c'est le 20. Voilà, très bien. À 17h, hors française. Et voilà. Merci, merci. La participation dans les panels de congrégation de sémiotique qui va terminer. Oui. J'ai pas de flyer à montrer. Oui, parce que vous le savez tous, du 14 au 19 août, à Buenos Aires, il y aura le congrès de la sémiotique argentine. Et donc, une quarantaine de panels sont prévus. Et il faudra s'inscrire avant le 15 février à l'un ou l'autre de ces panels si vous avez envie, bien sûr, de nous rejoindre à Buenos Aires. Mais on fera passer ça quand même. Oui, on fera passer ça sur la liste sémiotique les prochains jours. Hein. Peut-être tu peux le faire, vu que tu es l'Argentine ici qui représente les pays. Et alors, je laisse la parole à mon ami Juan. Bien, merci à tous. Et merci Yvan. Donc, Yvan Darros, on a changé le programme. C'est Yvan qui commencera la séance. Et donc, Yvan Darros Harris, qui est professeur émérite, comme vous le savez, à l'Université de Limoges en sémiotique. Voilà, justement, Didier vient d'annoncer la présentation en ligne de son dernier ouvrage, donc on avait présenté lors de la séance précédente, avant les vacances de Noël, que c'est Adolescence en scène, ethnosémiotique des comportements. Voilà, j'étais en train de te présenter, Yvan, professeur émérite, je recommence à l'Université de Limoges en sémiotique, auteur du dernier ouvrage Adolescence en scène, dont Didier vient d'annoncer la présentation le 20 janvier en ligne, organisée par la FEDROS. Et il a aussi publié il y a quelques années Pour une psychanalyse de l'ellipse, qui avait été traduit en espagnol. Il a coédité avec Denis Bertrand Du sens en exil de Greimas, les chroniques lituaniennes, et aussi l'hommage à Jacques Fontanier, il y a même Le sens. Et avec Jacques, il avait publié il y a quelques années l'ouvrage Les sages de la vie. Aujourd'hui, Yvan va parler le titre de son intervention, c'est Du bon usage modalisateur de l'ellipse, du métro parisien à la séance de psychanalyse. Nous ne verrons pas le visage sympathique d'Yvan, parce qu'il a des problèmes avec ses caméras, mais nous avons son PowerPoint et sa voix qui portera loin. À toi la parole, Yvan. Merci Juan. Bon, le titre exact, c'est Du métro parisien à la séance de psychothérapie, pas de psychanalyse. Excuse-moi. Oui. Bien. Bon, vous n'avez pas mon image. Bon, je regrette d'ailleurs parce que j'avais choisi une cravate magnifique et ça ne sert à rien. Bien. Cela dit, nous nous connaissons bien et vous pouvez effectivement facilement m'imaginer sans la caméra. Alors, je vous adresse mes vœux de bonne année personnellement, particulièrement pour les amis connectés à distance. Et c'est vrai que je pense davantage à nos amis brésiliens en ce moment et surtout iraniens
parce qu'ils sont en proie à des souffrances qui défient vraiment l'imagination. Donc, bonne année à tous. Alors, cela dit, je remercie les organisateurs du séminaire d'avoir bien voulu accepter la programmation de ces quelques réflexions sur l'ellipse avec un titre provocateur et énigmatique. L'ellipse est une figure qui a animé ma longue expérience de psychothérapeute à l'hôpital de Blois sous la direction du psychiatre Jean-Pierre Klein, co-auteur de la théorie psychosémiotique du changement humain en psychothérapie, théorie dite justement de l'ellipse. Jean-Pierre Klein, intéressé par l'approche sémiotique, m'avait invité pour une journée de rencontre avec son équipe. Je comptais y passer une agréable journée d'échange et j'y suis resté en fait 11 ans, recruté à temps partiel comme psychosémioticien, le seul d'ailleurs à l'époque du ministère de la Santé. Mais c'est bien Greimas qui, par ses encouragements, a été à l'origine de la construction d'une psychosémiotique qui n'était au départ, en 1979, souvenez-vous, selon ses propres mots dans le dictionnaire raisonné, qu'un vœu pieux du sémioticien. Maria Giulia, que je remercie de bien vouloir manipuler mon PowerPoint, peut passer à la diapositive suivante, numéro 2, qui vous montre les 4 moments de mon exposé. Je vais examiner la structure et l'engendrement de l'ellipse, puis l'investissement sémiotique de cette figure. J'insisterai sur les vertus heuristiques de la figure et enfin, je terminerai en vous présentant la structure globale telle que je la conçois de l'espace psychothérapeutique. Donc, diapositive suivante. Voilà, si on peut revenir sur le système planétaire. Voilà. Donc, la figure de l'ellipse, évidemment, est une figure que vous connaissez comme universelle, puisque toutes les planètes du système solaire que vous voyez ici représentées, avec la Lune, ici, à la Terre et la Lune. Je ne sais pas si mon pointeur apparaît sur votre écran. Non? Non. Non. Bon, c'est pas grave. Donc, toutes les planètes du système solaire décrivent une trajectoire qui est elliptique, une ellipse, comme on dit, à faible excentricité. La diapositive suivante, la numéro 5, voilà. Géométriquement, c'est une figure originale, très différente du cercle, qui s'obtient par la troncation oblique d'un cône, le plan horizontal donnant un cercle. Donc, vous avez en rouge sur la diapo, ici, la troncation qui donne une ellipse. Diapositive suivante. Voilà. Contrairement au cercle dont on connaît la formule de calcul du périmètre, vous savez que c'est le diamètre que multiplie pi, il n'existe pas de formule identique pour l'ellipse, dont on ne peut approcher le calcul du périmètre que de manière très approximative. Et sur la diapositive, vous avez cette formule très compliquée qui a été récemment d'ailleurs améliorée, mais on ne peut pas calculer exactement donc le périmètre de l'ellipse. Cela dit, diapositive suivante. Voilà, la numéro 7. C'est un phénomène bien curieux et connu depuis le XVIIe siècle. La gravure ici est de cette époque. C'est un phénomène très curieux, connu donc depuis le XVIIe siècle, un phénomène acoustique qui nous a fait en fait choisir l'ellipse comme figure exemplaire de l'espace psychothérapeutique à construire. Bien entendu, cet espace, j'y reviendrai, est un espace invisible et donc c'est une construction qui ne peut pas être perçue, sinon par des signes, des indices sur lesquels je reviendrai. Donc, diapositive
suivante, numéro 8. Oui, on peut revenir en arrière, Maria Giulia, parce que j'avais un double commentaire à faire. Donc ici, vous avez représenté ce qu'on appelait dès le XVIIe siècle une chambre d'écho avec un plafond de forme ellipsoïde qui permettait à deux interlocuteurs pourtant distants de pouvoir converser, même sur le mode du chuchotement. Et ce dispositif a trouvé des applications, effectivement, dans une bibliothèque en particulier, où quelqu'un qui demandait un livre pouvait communiquer à distance, sans gêner pour autant les lecteurs, au bibliothécaire, les références du volume qu'il souhaitait. Autre application, eh bien, des confessionnaux destinés à des lépreux. Donc, il ne fallait pas effectivement fréquenter de manière proche et qui permettait ainsi donc une confession à distance. Diapositive suivante. Alors, j'en arrive au métro parisien, bien inattendu en l'occurrence, mais non, parce que regardez ici cette photographie qui montre que la coupe de la station est ellipsoïde. Et un usager, diapositive suivante, la numéro 9, un usager que j'ai désigné par F1, donc dans un des foyers de cette ellipse, peut sans effort entendre ce que dit un autre usager du métro situé dans l'autre foyer de l'ellipse. Et c'est donc ce phénomène acoustique qui nous a fait préférer, prioritairement d'ailleurs, la figure de l'ellipse pour représenter l'espace de la psychothérapie et qui donc nous apparaît comme un espace très semblable à une chambre d'écho. Alors, je vais m'expliquer davantage sur la chose. Diapositive suivante, numéro 10. Eh bien, vous avez ici le frontispice d'un supplément que Descartes a ajouté effectivement à son ouvrage de 1637 qui concernait le discours de la méthode, parce qu'il y traite beaucoup de la figure de l'ellipse ou, même si c'est un petit peu différent, de la figure de l'ovale. Et diapositive suivante, même la suivante encore, vous voyez ici une gravure extraite de ce traité de géométrie, très consistant d'ailleurs, où l'on voit une manière d'engendrer une ellipse à partir d'une corde qui est tendue entre deux piquets figés, enfoncés dans les foyers de l'ellipse. La diapo suivante. Voilà, j'ai utilisé effectivement cette gravure de Van Schoten que Descartes avait mobilisée pour illustrer son traité de géométrie, où l'on voit comment un jardinier, de manière très concrète, trace donc un parterre en ellipse, toujours à partir de cette même méthode, fondée sur deux foyers. Je vous fais remarquer au passage, et je n'ai rien changé à la gravure, que les lettres D, H, I, K sont prémonitoires d'Arro, Harris, Ivan et Klein. Ça, c'est très étonnant. Hein. Bon, il y a effectivement des prédictions très anciennes de notre théorie. Merci à René Descartes, qui en plus est originaire de ma région. Alors, je vais passer à la diapositive 14 et examiner avec vous rapidement l'investissement sémiotique de la figure. Donc, on va regarder comment les deux foyers de l'ellipse
sont investis sémiotiquement comme étant des sources énonciatives différentes. Et il faudra aussi s'interroger sur la pertinence de la distance interfocale, la distance entre les foyers, et examiner le statut de l'espace intérieur et de l'espace extérieur à l'ellipse. Donc, je passe à la diapositive 15, Maria Giulia. Merci. C'est rien. C'est parfait. Tu es parfaite. Bien. Donc, vous avez ici une représentation de l'espace énonciatif de la psychothérapie classique, en face à face, qui fait se rencontrer en général un psychologue et son patient, un ou une psychologue et son patient. Et ce qui est utilisé dans cet échange, c'est ce qu'on appelle techniquement le débrayage énonciatif, en jeu ici maintenant, de manière, au fond, assez banale. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une conversation banale, mais le mode énonciatif, lui, est celui qui est communément, banalement utilisé. Alors, si nous restons dans cet espace que j'appellerais un espace de diction, nous restons dans l'ici et le maintenant, et un jeu qui manifeste ses souffrances, ses symptômes, au sein d'un cercle fermé. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Et l'idée, justement, c'est d'augmenter la surface de ce cercle en tendant vers l'ellipse. Donc, diapositive suivante. Merci. Encore la suivante. Et là, nous atteignons effectivement une ellipse. C'est-à-dire que le foyer de la diction n'est qu'un foyer d'une ellipse. Il n'est plus le centre d'un cercle. Et le foyer que j'appelle de fiction est celui à partir duquel est constituée effectivement l'ellipse. Et on peut imaginer que ce qui est émis en jeu ici maintenant à partir du foyer de la diction va devenir, d'une manière effectivement peut-être un peu complexe, au niveau du foyer de la fiction, va devenir quelque chose de l'ordre du débrayage énoncif, de l'ordre de l'île, du il, ailleurs, alors, selon les termes mêmes que nous a proposé Greimas. Donc, l'ellipse nous permet de générer un nouvel espace énonciatif avec un changement énonciatif très considérable et qui est, selon les principes de l'art-thérapie, qui est la condition même de l'effet thérapeutique que donne une énonciation transférée et transformée au niveau de la fiction. Alors, diapositive suivante, encore la suivante, pardon. Oui, voilà, apparaît donc cette notion très importante de la bonne distance à vérifier entre ces deux foyers. C'est là où l'ellipse est vraiment très intéressante. On va voir ultérieurement que si cette bonne distance n'est pas respectée, eh bien l'effet thérapeutique de cet espace-là devient très problématique, voire nul. Donc, si nous passons à la diapositive suivante, qui est toujours la même, donc la 21. Oui, la 21 vous montre ce que je vais… Pardon, si on peut revenir à la 21. Oui, Maria Giulia. Pardon, oui. Pardon. Voilà. Nous allons nous interroger sur ce phénomène évidemment très mystérieux, ce phénomène d'échoïsation entre les deux foyers, c'est-à-dire ce qui est émis à partir du foyer de la diction est repris dans le foyer de la fiction, et ce qui est émis dans le foyer de la fiction revient vers le foyer de la diction. C'est-à-dire que ce que fait le patient dans le foyer de la diction revient en quelque sorte
vers le foyer de la diction, c'est-à-dire que ces difficultés et ces symptômes vont s'atténuer, voire disparaître, et on va aller vers la guérison, qui est évidemment la cible de tout ce dispositif. Alors, on va voir ce qui se passe, évidemment, par rapport à ce dispositif de l'ellipse, c'est-à-dire que ce dispositif de l'ellipse est fragile. Il est toujours possible d'être annulé. On peut revenir, on le verra, vers le cercle. On peut aussi s'évader hors de l'ellipse. Et à ce moment-là, l'effet de ce qui se dit hors de l'ellipse, eh bien, n'a plus de vertu thérapeutique. Diapositive suivante. Voilà, donc l'ellipse est comme une chambre d'écho. Je reprends la vieille gravure du XVIIe siècle. Ce qu'émet en F1 le patient devient ce qu'il émet ce qu'il crée, ce qu'il invente en F2. Et il y a aussi des allers-retours, effectivement, qui rebondissent sur le plafond ellipsoïde du dispositif en ellipse. Diapositive suivante. Oui, je vais examiner effectivement 3 cas de mise en cause de l'ellipse et d'annulation de l'effet positif et thérapeutique de l'ellipse. Le premier cas est illustré par une jeune adolescente, Béatrice, qui commence, et son cas est analysé dans un chapitre de la psychiatrie de l'ellipse, vous pourrez vous y reporter éventuellement, parce qu'au début de sa thérapie, Béatrice arrive de manière très inattendue en racontant des faits divers lus dans les journaux et qui relatent des violences atroces et bien réelles subies par des enfants. Ce sont des enfants qu'on laisse mourir de faim, des enfants que l'on brûle cruellement avec des cigarettes, etc. Donc, on a une énonciation ici formellement qui est tout à fait en il, alors, ailleurs. C'est un foyer de diction d'ailleurs, qui n'est ni de diction ni de fiction, justement. Et c'est ce qui fait problème, que je désigne par F0. Et donc, à partir de là, ce sont des récits en débrayage énoncif, mais sans aucun lien avec son je ici maintenant. Et je le figure par des traits en pointillés. Et comme il n'y a aucun lien avec son je ici maintenant, eh bien, en particulier, elle ne peut en aucun cas associer sur ces faits divers, qui restent des faits divers qui sont adressés aux thérapeutes tels quels, sans association possible. Et donc, tout ceci ne peut avoir aucun effet thérapeutique. Et il faudra effectivement qu'elle accepte de se situer dans l'autre foyer de l'ellipse, dans le foyer de la fiction, pour que les choses changent. Diapositive suivante, numéro 24, c'est le cas d'un enfant que j'ai découvert dans un groupe de contrôle de la pratique thérapeutique que j'ai animé dans le Pays basque espagnol, donc chez toi, Juan. Et il s'agissait d'un enfant souffrant d'infirmité motrice cérébrale, mais de manière relativement légère, c'est-à-dire que cet enfant pourrait marcher, et d'autre part, il était d'une très grande intelligence et il parlait fort bien et l'espagnol et le basque. Et en psychothérapie, il invente un récit dont je vous donne ici la traduction. Cela dit, il faut dire que ses parents acceptaient très mal son handicap. La mère avait eu beaucoup de mal à avoir cet enfant.
et subi tout un tas d'interventions. Et effectivement, il était relativement maltraité, disait sa psychothérapeute. Et il invente le récit suivant. Ce sont des parents qui ont du mal à avoir un enfant. Enfin, l'enfant naît, mais il est tout noir. Les parents se demandent ce qu'ils vont en faire et la mère propose de l'amener au zoo. Il y est bien accueilli par les autres animaux et les visiteurs. Quel dommage, ajoute-t-il, si on avait soulevé un peu la peau noire du monstre, on aurait vu dessous un bel enfant tout rose. Et je me souviens que la psychothérapeute, en racontant cette histoire, a fondu en larmes. Et l'arrivée d'émotions prouve bien que cet enfant n'énonce pas ce récit à partir d'un foyer de fiction, mais d'un foyer de pseudo-fiction et de presque-diction. D'où la proximité ici des deux foyers sur l'écran qui vous montre qu'on a affaire là à une production dont on ne peut pas attendre vraiment d'effets thérapeutiques. Alors, diapositive suivante. Je voudrais dire quelque chose là sur... Vous m'entendez bien, oui? Oui, oui. Tout va bien. Bon. Sur l'effet de l'interprétation. L'interprétation au sens psychanalytique technique consiste à révéler effectivement au patient le sens latent de ses propos manifestes. Alors, c'est un acte, évidemment, dont les psychanalystes aujourd'hui se méfient beaucoup. Et j'observe qu'on abandonne de plus en plus l'interprétation que Freud pratiquait beaucoup à l'époque, beaucoup, et ses disciples immédiats aussi. Donc, nous, les psychanalystes, en ce moment, préfèrent substituer à l'interprétation du sens latent d'un propos manifeste du patient, il propose le terme plus flou d'interprétation, ou plutôt que d'interprétation, pardon, le terme d'intervention. D'intervention qui suppose qu'il n'y a pas véritablement interprétation, mais il s'agit de proposer au patient le sens, c'est vrai, dissimulé de ses propos de manière extrêmement indirecte. Pourquoi? Parce que l'interprétation directe au patient du sens latent de ses propos manifestes est la plupart du temps accueillie de manière très brutale par le patient qui ne peut pas métaboliser ce que le psychanalyste lui dit, et peut-être même qu'à la limite, il n'entend rien. Donc voilà, beaucoup de méfiance à l'égard de l'interprétation, et là, le temps me manque, d'ailleurs je ne sais pas bien à combien j'en suis, mais il va falloir que j'aille vers la fin de mon intervention, mais j'ai beaucoup de cas où une interprétation maladroite de la part du psychothérapeute annulait l'ellipse et provoquait d'ailleurs un malaise certain, voire la fin de la séance. Alors, diapositive suivante. Vers la structure globale de l'espace psychothérapeutique. Donc, diapositive suivante, puisque ça va apparaître, oui. Alors, effectivement, l'espace psychothérapeutique ne peut pas se limiter, en aucune façon, ne peut pas se limiter à l'espace discursif, énonciatif de l'ellipse. Il faut admettre la présence obligatoire de deux autres espaces englobants sur lesquels, évidemment, je vais m'arrêter un peu.
parce qu'ils échappent tout de même un peu à l'approche strictement sémiotique, même si je vais me tourner vers Didier Anzieux, dont Jacques a utilisé les travaux pour construire sa sémiotique du corps. En effet, il faut imaginer la présence obligatoire d'un cadre englobant l'ellipse, c'est-à-dire un cadre que Anzieux compare à un contenant maternel, une enveloppe protectrice, élaborée et garantie par le thérapeute, qui a le rôle, selon ses termes, d'une seconde peau psychique. Les pensées du sujet peuvent s'y déployer et l'excitation, qu'elle soit d'origine interne ou externe, est limitée dans ses effets désorganisateurs. Donc, vous voyez, il faut que cette enveloppe, qu'on peut faire apparaître dans la diapo numéro 28, si tu peux la faire apparaître, voilà, blanche, cette enveloppe englobante que j'aurais aimé figurer, mais je ne savais pas comment faire, sous la forme d'une sphère englobante. Hein, l'ellipse un peu plane qui apparaît à l'intérieur. Et il s'agit de limiter effectivement les pulsions internes du sujet, comme de limiter aussi tout ce qui peut l'atteindre de manière extérieure. La planche, autre référence, parle lui aussi d'une sorte de membrane à double paroi, l'une représentant les conditions de la réalité extérieure, l'autre tournée vers le monde psychique interne, avec ses exigences pulsionnelles. Donc, on voit que le cadre est indispensable, et si ce cadre n'existe pas, si cette enveloppe n'est pas construite et surtout garantie dans sa permanence, parce que c'est une enveloppe fragile, eh bien, tout le dispositif de l'ellipse ne peut pas s'y construire, c'est évident. Alors, il faut aller plus loin et envisager, diapositive suivante, effectivement, un cadre, oui, pardon, on va revenir à la 29, oui. Il faut envisager une strate plus profonde et englobante qui est la strate du pacte éthique entre le psychothérapeute et son patient. Il s'agit effectivement de quelque chose qui se fonde beaucoup d'ailleurs sur les travaux de Paul Ricoeur et moins sur les travaux d'Anzieux ou de Laplanche, parce que l'éthique moderne se fonde sur la notion de respect. Et on a là effectivement une autre définition d'un cadre indispensable et qui est le plus profond. Kant, que je cite ici, voit un fondement de l'éthique comme un principe qui empêche de jamais employer l'autre pour ses fins à soi, donc comme limite à une toute-puissance de soi qui réduirait l'autre à n'être que la chose de nos désirs. Donc tout ceci est fondé, bien sûr, sur la non-agression qui est à la base de ce pacte, mais qui demande davantage. Il faut aussi un respect mutuel, et le respect est comme une position psychique où l'on garde l'autre sous une vive attention, avec une réserve consciente contenant notre narcissisme foncier qui chercherait l'emprise et la possession éventuellement sexuelle. Donc, on voit que ce pacte constitue une strate fondamentale. On sent bien que ce pacte est vulnérable, et il est vulnérable non seulement de la part du psychothérapeute, mais mon expérience montre que quelquefois le patient lui-même peut porter atteinte et au pacte éthique et même à l'enveloppe, et qu'il faut, dans ce cas-là, être garant pour deux de l'intégrité de l'enveloppe et de l'intégrité du pacte éthique. Voilà. Donc, ce pacte ne peut pas être garanti indéfectiblement, il est fragile.
C'est un arrangement, mais il est absolument indispensable. Alors, sur la diapositive suivante, numéro 30, merci de la faire apparaître, on voit apparaître sous une autre forme ces différents niveaux et les flèches indiquent une relation de présupposition. Le pacte est en relation de présupposition avec l'enveloppe, ou plutôt l'enveloppe est en relation de présupposition avec le pacte, et le niveau discursif, l'ellipse, est en relation de présupposition avec le niveau de l'enveloppe. Voilà ce que je voulais dire. Évidemment, pour conclure, si j'ai encore un tout petit peu de temps, je ne sais. Oui, Maya absolument. Touba, une minute, Oui. voilà. 10. Même 10, bon, ben, je vais terminer donc un petit peu plus tôt. Je pense que, évidemment, il manque un niveau à cette construction de l'espace de la psychothérapie. C'est l'espace architectural idéal pour accueillir cet espace invisible. L'espace architectural est, lui, bien visible et il contient cet emboîtement de bulles diaphanes, le pacte, l'enveloppe et l'ellipse. Et nous avons mené cette expérience à Blois lorsque on nous a proposé de changer de lieu pour installer notre service de pédopsychiatrie infanto-juvénile. Mais bon, nous l'avons fait avec un gros travail en particulier sur la salle d'attente et un gros travail aussi sur l'aménagement de ce qui nous était proposé à l'époque par le maire, qui n'était autre que Jacques Lang, pour organiser les différents lieux du service. Mais là, je n'ai pas le temps du tout de vous proposer ce qui est un autre sujet, et le sujet en tout cas d'un tout autre exposé. Voilà, diapositive suivante avec mes remerciements. La dernière, oui, voilà. Merci à tous. Merci Yvan, merci beaucoup pour ton intervention. Et moi, j'aurais deux questions à te poser. La première, c'est, parce que tu en as parlé, mais peut-être que je t'ai distrait. Et tu n'as pas très bien expliqué, je crois, qu'est-ce que c'est ce que tu appelles une intervention et en quoi elle se distingue de ce que tu appelais une interprétation. Ça, c'est ma première question. Et puis, moi, j'étais extrêmement intéressé par ces sortes de délicats, d'architecture délicate. On a l'impression qu'elle peut s'effondrer à tout moment et que voilà, le thérapeute, toutes les personnes qui interviennent doivent être une délicatesse extraordinaire pour que ça tienne. Et donc, la question que je me pose, c'est la question de ce que tu appelles la bonne distance. Il dit, ça ne peut pas être un embrayage, c'est-à-dire le moi, il faut que ce soit un débrayage, le il, mais en même temps, tu dis, ça ne peut pas être trop il, et ça ne peut pas être trop ailleurs. Et donc, comment on peut mesurer cela si ce n'est que au bon pif du thérapeute? Est-ce qu'il y a des critères, disons par exemple énonciatifs, des instances énonciatives qui permettent de l'identifier au-delà de ton impression personnelle dans les histoires que tu nous as racontées, l'histoire du jeune basque qui était trop pas assez il, et l'histoire de la fille qui racontait le fait divers qui était trop elle. Donc, comment on peut, en termes voilà, d'instances énonciatives ou autres, caractériser et typologiser cette bonne distance? Voilà. Je te remercie pour tes deux questions, Juan. Alors, sur la question de l'intervention, le mieux serait de prendre un exemple d'intervention. Et là, c'est difficile parce qu'il ne m'en vient guère à l'esprit. Mais ce qui caractérise l'intervention par rapport à l'interprétation, c'est le fait, au fond, d'attirer l'attention du patient sur ce qu'il vient de dire ou même de faire, car il y a des actes qui
qui nécessitent bien sûr une interprétation tout autant que des paroles. Dans ce cas-là, l'intervention va consister à attirer l'attention sur tel ou tel élément du propos du patient et de lui demander effectivement d'associer un peu plus sur tel ou tel terme de son propos, mais sans pour autant lui proposer une interprétation du sens latent, tu vois. C'est dans ce sens-là que l'on définit l'intervention, mais dont la définition est forcément assez floue, assez vague. L'essentiel de l'intervention étant d'éviter l'interprétation directe du sens latent. Je pense ici à un enfant qui avait beaucoup d'interrogations sur son identité sexuelle personnelle et qui se posait beaucoup de problèmes concernant sa mère, qui avait dissimulé une grossesse qui s'était terminée d'ailleurs par effectivement une fausse couche. Donc, il s'interrogeait beaucoup sur cette manipulation de sa mère, sur cette prestidigitation. J'ai un gros ventre et puis d'un seul coup, j'ai plus rien. Donc, il avait imaginé un récit où un gendarme arrêtait des voleurs de cochons et mangeait entier un cochon. Et donc, il apparaissait, il utilisait là des marionnettes pour figurer ce récit, et il figurait le gendarme, évidemment, avec un gros ventre. Et donc, là, la psychothérapeute qui était mon élève a joué sur l'interprétation directe, ce qui était très brutal et violent. Et en interrogeant sur ce qu'il y avait dans ce ventre. Et donc là, ça a tout de suite bloqué l'interaction psychothérapeute-patient. Il eût mieux valu respecter cette mise en scène et demander effectivement à l'enfant patient d'aller beaucoup plus loin dans le développement de son récit. Hein. Et donc, plutôt que de lui envoyer quelque chose comme « mais tu sais bien que seules les femmes peuvent avoir des enfants, et en aucun cas les hommes ». C'est à peu près ce qu'il lui a dit. Donc, c'était très violent. Très violent parce que l'intervention souhaitable était ailleurs. Alors, concernant ta deuxième question, qui est tout à fait pertinente, hein, et oui, parce que là, il y a beaucoup à s'interroger. Il y a beaucoup à s'interroger car, comme tu le dis, il faut que ce « il » ailleurs alors ne soit pas trop « il » ailleurs alors. Alors là, ça nous oblige effectivement à passer d'une sémiotique du catégoriel, où il y a du débrayage énonciatif qui est clairement distingué du débrayage énoncif, à une sémiotique du continu, ou initiée d'ailleurs par Jean-Claude Coquet, avec sa notion de quasi-sujet, de quasi-objet, par exemple, où nous découvrons l'existence d'un « il » et d'un « il » qui a valeur thérapeutique parce qu'il contient quelque chose du jeu. Et qu'est-ce qu'il contient? Quelles sont les marques de ce contenu du jeu qui continue de persister alors que nous avons un débrayage énoncif formellement parlant? Eh bien, c'est l'émotion qui accompagne effectivement les productions énonciatives et dont je n'ai pas dit grand-chose. Ces émotions sont la trace que le jeu est toujours là sous le « il » et que l'ici est toujours là sous le maintenant et que l'ici est toujours là sous le là-bas et le maintenant sous le alors, si je puis me faire comprendre. Donc, nous sommes obligés d'aller vers des choses qui relèvent d'un quasi-débrayage
et pas du tout d'un débrayage complet. Parce que s'il y a débrayage complet, nous sortons de l'espace de l'ellipse. Et là, ça n'a plus du tout d'effet thérapeutique. Et donc, je me suis heurté, d'ailleurs, dans ma propre pratique de psychothérapie, je me suis heurté à certains patients et qui m'offraient des récits magnifiques, totalement débrayés sur le plan énoncif, mais qui n'avaient aucune valeur effectivement thérapeutique, et il fallait revenir à des procédures permettant effectivement un réembrayage en quelque sorte. Voilà ce que je peux te répondre. Je ne sais pas si c'est satisfaisant. Merci Yvan, merci beaucoup. Oui, tout à fait. C'est extrêmement intéressant. Je pense que c'est un sujet sur lequel on pourrait continuer à discuter. Mais bon, il y a d'autres intervenants, d'autres participants qui ont levé la main. Il y a déjà Valérie Brunetière qui avait levé la main en premier. Ensuite, il y a Jacques, Avner, peut-être ici, il y a Pascal, Denis. Bon, on commence par Valérie. Valérie, on t'écoute. Oui, merci beaucoup Yvan pour ton exposé. Alors j'ai trois questions remarques. La première, à un moment donné, tu évoques concernant l'écoïsation entre les foyers, et tu évoques à juste titre que quand la distance est bonne, effectivement les symptômes vont disparaître et qu'on s'achemine vers la guérison. Alors ma question est la suivante. Il y a des symptômes qui sont là pour garantir en fait quelque chose. Tous les symptômes ne sont peut-être pas bons à devenir disparus. C'est très maladroitement dit, mais voilà comment je peux le dire. Donc voilà, je pense notamment si on se place sur une nosographie plutôt psychotique que névrotique. Est-ce que ça, c'est ma première question. La deuxième concerne le pacte éthique, le respect mutuel. À partir du moment où un psy, je dis volontairement, je tronque volontairement psy, mais où un psy dans son cercle, dans sa communauté scientifique ou de pratique, devient spécialiste d'un symptôme qu'on va appeler X, ou Y, comme tu veux, à partir du moment où il devient spécialiste reconnu, qu'il publie, etc., dans quelle mesure son propre inconscient peut-il ne pas le téléguider pour projeter sur ses patients l'incarnation de ce sur quoi il travaille scientifiquement. Je ne sais pas si je suis très claire, mais oui. J'ai un exemple très précis en tête, mais que je ne peux pas dire. Et la troisième chose, peut-être plus anecdotique, ton schéma final d'emboîtement, discursif, enveloppe et pacte éthique, me fait penser au travail qu'avait proposé Charodot dans les années 90, fin des années 80, début des années 90, effectivement avec le noyau discursif, le noyau intermédiaire communicationnel et puis le niveau situationnel. Alors, on est très très loin avec Charodot et l'analyse de discours des questions psy, mais comme tu as plusieurs fois évoqué également l'invisibilité de ce dispositif dont tu nous as fait part, j'ai aussi pensé à l'école de Palo Alto, et il me semble que là, il y a quelque chose qui pourrait être rapproché. Sachant que ce qui peut être intéressant, c'est le fait que l'enveloppe, ce niveau intermédiaire, est placé justement par Charodot comme le niveau communicationnel, avec une porosité nécessaire entre le discursif et le situationnel. Bien, merci Valérie de tes questions. Alors, la question de la bonne distance et la question du statut du symptôme qui est une question très, très, très importante. Alors, moi, je me situe tout à fait dans ce qu'on appelle quelquefois le respect du symptôme. Le respect du symptôme qui est une
une manifestation peu consciente la plupart du temps du sujet, mais qui est absolument à respecter puisque c'est sa seule parole qui subsiste en quelque sorte. Donc, respect du symptôme, et c'est justement parce qu'on respecte ces symptômes que l'on propose en art-thérapie un travail de création à bonne distance de ces symptômes. Et cette bonne distance est la garantie, je crois, du succès de la démarche thérapeutique. Effectivement, je prends là un exemple que j'ai beaucoup développé dans mon ouvrage Adolescence en scène. C'est l'exemple de François Xavier, qui est un enfant qui ne veut pas lire et qui ne veut pas écrire à l'école. Il est en grand danger d'être exclu. Et en plus, pendant la récréation, il donne dans l'exhibitionnisme et aussi la recherche de ce qui se passe sous les jupes des filles. Donc, il est en grand danger. Les parents d'élèves s'émeuvent et demandent son exclusion. Ce qui est intéressant ici, c'est d'examiner ces symptômes qui sont donnés dans deux lieux différents, mais qui sont tout à fait en relation. En effet, on pourrait dire qu'avec la lecture, il s'interdit de voir, avec l'écriture, il s'interdit de montrer, et dans la cour de récréation, il s'autorise excessivement le montrer et le voir. Donc, j'ai proposé à l'époque une analyse de ces symptômes et l'élaboration d'une configuration thérapeutique pour lui, tenant compte du fait que c'est la pulsion scopique, comme disait Lacan, qui organise ces formations symptomatiques. Donc ça, c'est pour tenter de répondre à ta question sur la bonne distance et les symptômes. Alors, le problème de la spécialisation, c'est un problème redoutable. Effectivement, ce que nous avons essayé de faire avec Jean-Pierre Klein dans le service de Blois, c'est justement de jouer la carte de l'antidote aux effets de spécialisation redoutables. C'est-à-dire le fait de devoir élaborer pour chaque patient une configuration psychothérapeutique unique et adaptée à ce que nous comprenions de l'économie psychique du patient. Et ça s'est révélé une antidote très efficace. Et l'obligation de ne pas utiliser la même configuration pour tout le monde, ce qui est la pire solution, ou une solution qui n'est pas moins pire. Il y a une configuration qui a magnifiquement marché pour X, eh bien, on va la proposer à Y. Donc, on s'est battu contre ces dérives-là, ce qui présuppose d'ailleurs un très gros travail de communication dans l'équipe pluridisciplinaire de l'hôpital et un très gros travail d'élaboration de la configuration thérapeutique si on veut vraiment se tenir à ce principe. Alors, ce qu'a proposé Charodot, bon, en tout cas, ce que je dirais, même sans aucune, j'allais dire, agressivité à l'égard de Charodot, quoique j'ai quelques raisons d'en avoir, mais là, en l'occurrence, le niveau de l'enveloppe n'a rien à voir avec un niveau de communication, je crois. C'est véritablement un niveau de contenance, de tout ce qui peut, en termes d'excitation pulsionnelle ou en termes d'agression extérieure, de ce qui peut véritablement atteindre le patient, venant de la part du patient ou venant de la part du thérapeute. D'ailleurs, le grand reproche que je fais à mon dispositif de l'ellipse, c'est que le thérapeute n'y est pas présent suffisamment.
et il faudrait qu'il y figure. Enfin, et là, je ne sais pas trop bien comment le figurer. C'est pour ça qu'il n'y figure pas, toujours pas, mais il faudrait résoudre ce problème. Donc, l'enveloppe n'est pas du tout une enveloppe de communication, même si, j'allais dire, ce contenant maternel qui est tissé par le thérapeute et qui est accepté et j'allais dire assumé par le patient, qui s'y love, si j'ose dire, à l'intérieur, permet bien sûr ce niveau superficiel de la communication entre eux. Oui, j'ai oublié de dire que le foyer de l'addiction est évidemment très investi par le psychothérapeute et son patient dans ces moments liminaires des séances ou dans ces moments où on va se rencontrer avec la famille. C'est ce mode de diction qui est utilisé. Alors que dans le cœur de la séance de psychothérapie, évidemment, c'est le mode de la fiction dont il faudrait aussi dire beaucoup de choses parce qu'il y a tellement de supports d'art-thérapie et de mode de mettre en jeu ces supports que ça supposerait là un tout autre explosé. Hein, tu vois, voilà ce que je peux te répondre imparfaitement. Merci beaucoup, Yvan. Merci. Merci. On va passer la parole à Pascal Delormas. Essayez d'être un peu court, oui. Dans les questions et dans les réponses, Yvan aussi. On fait une question en présentiel et une à distanciel. Après Pascal, Jacques. Et ensuite, Denis. Après Jacques, Denis. Alors, qui parle? Je n'ai pas compris. Pascal, on fait une en présentiel, l'autre en distanciel. Oui, bonjour, merci Yvan. J'ai vécu à Blois et j'ai pu fréquenter, mais pas comme patiente, hein, je le dis tout de suite, deux cliniques à côté de Blois que tu connais bien sûr. La clinique de la Chênaie à Chailles et puis la clinique qui était fondée par Claude-Jean Girard et puis la clinique fondée par Jean Houry à la Borde. Et si on compare ces deux cliniques, on peut voir qu'il y a une appréhension de l'espace complètement différente. À la Chênaie, il y avait un grand soin apporté, par exemple au jardin, à tout cet espace avec plusieurs bâtiments dispersés dans ce grand parc autour du château du 18e qui avait été reconstruit après un incendie. Et puis, autour de la clinique de la Borde, une forêt absolument pas entretenue, hein, des arbres morts partout. Et la sensation qu'on pouvait en avoir, et là je parle du point de vue qui pourrait être celui du thérapeute, la sensation est complètement différente. À la Chênaie, on entre comme dans un giron maternel et conformément un peu à ce que tu as dit des enveloppes, alors qu'à la Borde, on entre dans un capharnaüm, un véritable chaos qui pourrait, à mon sens, être très déstabilisant. Donc, du point de vue de la psychothérapie institutionnelle, c'est très étrange que ces deux grands praticiens, pour Houry, grand théoricien, c'est très intéressant qu'il y ait des approches aussi différentes de l'espace. Ça aurait été ma première réflexion, mais en même temps, je voulais savoir ce que tu en pensais, évidemment. Concernant le foyer de la fiction, j'ai bien vu que en psychothérapie institutionnelle, mine de rien, très souvent, le foyer de la fiction est investi, mais ça, tu viens déjà de le dire, je crois, par le thérapeute lui-même. Hein. C'est-à-dire que c'est comme un pas de côté qui, pour le patient, apparaît comme quelque chose qui n'a rien à voir avec ni son symptôme, ni même ce qu'il venait de dire. Troisième chose, il me semble que quand tu parles d'échec thérapeutique, dans le premier cas que tu as évoqué, celui de Béatrice, tu disais qu'il n'y avait pas d'association possible. Est-ce que justement, il me semble qu'en fait, c'est toujours possible dès lors que le thérapeute intervient justement, comme je viens de l'évoquer, comme tu l'as dit toi-même, à travers la fiction. Mais parce que avec le grand respect qu'il peut avoir justement du symptôme, et je vois là un grand défaut des psychologues qui ne sont pas formés à la psychothérapie, d'imposer leur interprétation.
ce qui a un effet catastrophique. Et puis, juste une dernière réflexion qui m'est venue au moment de l'intervention précédente. Curieusement, bonne distance est comme un syntagme figé qui correspond absolument pas à la formule qui supposerait, qui consisterait à dire la distance est bonne. Tu vois? La bonne distance, c'est pas la même chose que la distance est bonne. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais peut-être que tu pourrais le commenter. Voilà, merci. Bien, je te remercie. Bon, je n'ai pas de commentaire à faire sur les deux lieux que tu as cités, bien connus, et dont j'ai beaucoup entendu parler, comme tout le monde, hein, les deux cliniques en cause, mais il est certain que ça reflète les préoccupations différentes concernant l'espace extérieur, qui est aussi un espace d'accueil des visiteurs ou des familles des patients, ou un espace investi éventuellement par les patients de ces deux cliniques. Ouais, donc là, je te suis assez dans tes commentaires. Bon, concernant ce problème de l'association, il va de soi que le psychothérapeute, dans le cas de Béatrice, a tenté de susciter des associations possibles à partir de ce que Béatrice racontait, sur le mode du il, ailleurs, alors, apparemment totalement détaché d'elle. Donc il a tenté, mais malheureusement sans succès, de relier cette production à elle-même, et il n'a absolument rien obtenu. Donc il a fallu effectivement abandonner cela de manière non brutale, non violente, auquel cas Béatrice en est venue effectivement à avoir envie de lire, d'ailleurs c'était le tout début de sa thérapie, à lire des contes, dont le conte d'Andersen bien connu, le vilain petit canard, qui est un cygne, si vous vous souvenez. Et donc, à partir de là, effectivement, on a pu, avec elle, élaborer quelque chose qui avait un réel effet thérapeutique. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes remarques. Il me semble en avoir oublié une, peut-être. La bonne distance, la distance oui, est bonne. Bonne distance, oui. La bonne distance, en fait, est à calculer. Alors, la bonne distance, je ne sais pas si c'est une bonne formule, mais bon, elle nous a paru tout de même acceptable. Il faut la convertir sémiotiquement. Qu'est-ce que c'est que cette bonne distance? C'est en quelque sorte le niveau de débrayage énonciatif qui apparaît dans les productions, c'est-à-dire très précisément les inventions de l'enfant dans cet espace art thérapeutique. C'est ce niveau-là qui est toujours difficile à évaluer et qui est même une condition de l'efficacité du travail. Parce que nous savons tous qu'il y a beaucoup de psychothérapie qui se prolongent en pure perte et dont on n'évalue pas suffisamment le degré d'efficience. Et donc, ça nous explique pour quelles raisons nous voyons des psychothérapies prolongées 1 an, 2 ans, 3 ans pour les enfants et adolescents dans telle ou telle institution que je ne nommerai pas et qui n'aboutissent à rien, à tel point que les parents, au bout du compte, n'ont plus envie de consulter dans ces lieux-là. Voilà, donc il y a là une exigence, et je dois dire que c'est quelque chose qui a été apprécié par l'équipe à laquelle je m'étais intégré. C'est le fait que la sémiotique permettait de contribuer à l'élaboration d'une configuration thérapeutique pour chaque patient, mais permettait aussi l'évaluation du travail.
en évaluant effectivement la qualité des productions du patient. Mille merci Pascal. Merci. Et mille merci à Yvan. On va laisser la parole à Jacques. Oui. Bon, d'accord, merci. Yvan, tu as fait un travail qui est tout à fait passionnant. L'ensemble de ta présentation et de la discussion, d'ailleurs, pour moi, est passionnante, eu égard au sujet profond, enfin, qui est celui du séminaire, à savoir du rapport entre les modèles conceptuels et les topologies. Parce que la recherche que tu as faite, moi qui ai suivi, peut-être pas à pas, mais enfin étape après étape, la formation de cette ellipse, y compris par des commentaires que j'ai pu en faire, la présentation qui est faite ici est encore assez fondamentalement renouvelée par rapport à ce que j'en connaissais. Et on voit bien le travail du topologique sur le conceptuel et réciproquement. Autrement dit, il ne s'agit pas d'une visualisation d'un système conceptuel, ni dans l'autre sens d'une verbalisation d'un schéma visuel, mais d'un système de traduction très complexe avec des interrogations réciproques. Il y a des contraintes topologiques qui renvoient des questions conceptuelles et réciproquement. Alors, par exemple, une des questions qui t'a été posée, c'était Juan, je crois, sur la fragilité des enveloppes, du pacte éthique, etc., à laquelle tu as déjà, bien sûr, répondu à ta manière, est tout à fait emblématique, parce que c'est l'installation de ces figures topologiques que tu as ajoutées à l'ellipse qui commence à poser un certain nombre de problèmes au système conceptuel. De la même manière, ça a été relevé, l'explication de l'ellipse à partir de l'échoïsation que tu as faite au tout début induit dans l'interaction conceptuelle entre diction et fiction une série de problèmes qui ont relancé ensuite la discussion. C'est ça qui est parfaitement passionnant, c'est qu'on a en acte ce qui me semble être au cœur de la relation entre le topologique et le conceptuel. Et alors, j'avance un peu en disant, finalement, le problème qui est posé dans le rapport entre le je et le il, que tu as commenté en disant il faut un il où il y a un peu de je, puis un je où il y a un peu de il, enfin, il faut trouver une sorte de mélange, montre bien que la question conceptuelle qui est posée par la topologie que nous a présentée, c'est celle de la nature des instances en jeu. Et quand on projette sur des instances qui ne sont pas complètement conceptuellement définies, indépendamment de leur dénomination linguistique, avec le je et le il, alors c'est la dénomination linguistique qui impose une contrainte que la topologie n'est pas en mesure de prendre en compte. Autrement dit, il y a un système d'instances complémentaires à peut-être travailler un peu, qui par exemple fera aussi de l'enveloppe une autre instance, et de la troisième ellipse, celle du pacte éthique, encore une autre instance. Si on parle en termes d'instance, à ce moment-là, on a des dispositifs qui ont déjà été travaillés par, tu as cité Coquet, effectivement, chez Coquet, la typologie des instances est beaucoup plus complexe que simplement le je et le il. Il a lui-même d'ailleurs ajouté le on et le ça, mais il y a peut-être encore d'autres instances. Je pense que Ricoeur, avec moi et soi-même comme un autre, il a encore aussi ajouté d'autres possibilités d'instances. Voilà, ça c'est est-ce que tu vois pas toi-même dans la discussion et dans le progrès que tu as fait dans la présentation topologique de l'ellipse, justement naître cette question de la diversification des instances, de leur redéfinition, de manière à ce que ce soit plus verrouillé par une dénomination linguistique. Et je terminerai en pointant ta dernière question ou un élément de réponse que tu as donné à une des questions. On ne sait pas trop où est le thérapeute, c'est dommage qu'il ne soit pas dans l'ellipse. Ça, c'est un problème d'acteur. C'est un problème d'acteur. Si les instances sont des instances actentielles, alors les différents acteurs
peuvent aller et venir, faire des parcours intermédiaires, être dans au-delà de l'ellipse, dans les topologies qui les enveloppent ou qui font le pacte éthique. Enfin, on voit bien qu'il y a du jeu à trouver et qu'il y a encore du travail possible pour une autre exposé que tu nous feras un jour, à mon avis. Parce que le progrès est considérable pour moi. Enfin, l'avancée que tu as faite est assez considérable et donne une ouverture. Voilà. Bon, je te remercie beaucoup, Jacques, pour ton intervention, qui rejoint d'ailleurs un projet que j'avais et qui était de faire intervenir la problématique des instances dans tout ce dispositif. Parce que une des conditions pour que ça donne une efficacité thérapeutique, une des conditions fondamentales, c'est que le patient, dans le foyer que j'ai appelé de la fiction, ne maîtrise, voilà une méprise signifiante, ne maîtrise pas du tout le lien qui existe entre ce qu'il est en train d'inventer et la nature profonde de ces symptômes. C'est-à-dire que le patient est là dans une position que Coquet appellerait une position de non-sujet. De non-sujet, c'est-à-dire qu'au fond, il crée quelque chose envahi, submergé par des contenus dont il ne maîtrise pas du tout l'origine symptomatique. Donc, on peut introduire très facilement la notion d'instance dans le dispositif et ça permettrait aussi de calculer la position du psychothérapeute par rapport à tout ça. Et je suis d'accord avec toi pour dire que dans ces conditions, bon, les acteurs peuvent arriver, mais dans un système instantiel qui est défini. Là, tout à fait d'accord avec toi. Pardon. Merci Yvan, merci Jacques. Denis, une question courte. Il faudrait, viens. Il faudrait essayer de raccourcir un peu les questions et les réponses parce que vers 15h10, il faut faire la pause, sinon on n'aura pas le temps d'entendre Didier et surtout qu'on doit quitter la salle aujourd'hui à 5h-5, 5h-10. Merci beaucoup Yvan. Très très intéressante et surtout je dirais très suggestive m'a paru ta présentation. La question que je vais te poser pour faire bref, c'est la question du statut du diagramme. Est-ce que, de l'élite, bien entendu, et vraiment de son statut formel et fonctionnel, est-ce que c'est une représentation figurative, est-ce que c'est une métaphore, ou est-ce que c'est une réalisation effective de la spatialisation des interactions elles-mêmes? Suivant cette dernière hypothèse, on a une spatialisation un peu au sens d'une carte, je dirais. Mais ce serait plus une carte marine qu'une carte routière. Je veux dire que c'est une carte sans route tracée d'abord, alors que la carte routière, c'est une carte où les routes sont impérieusement tracées. Et donc, sur cette carte marine, on trace sa route entre des hauts fonds, en fonction des courants, en fonction de différentes influences, en fonction du trafic, en fonction de la brume ou pas de la brume. Enfin, bref, il y a quand même tout un prolongement qui me semble assez intéressant, touchant cette hypothèse du statut du diagramme comme réalisation effective. Maintenant, s'il s'agit d'une illustration métaphorique, quelle est la fonction de cette métaphore? Est-ce que c'est moins pour schématiser que pour rendre sensible, c'est-à-dire rendre visible de l'invisible? Oui, c'est une deuxième aspect. Et enfin, ma troisième remarque, enfin, j'en ai encore deux brèves. L'ellipse peut être envisagée de différentes manières. Elle peut être envisagée comme espace vu de l'intérieur,
ou bien elle peut être envisagée comme contour. Et si elle est envisagée comme contour, elle peut être envisagée comme parcours, comme les planètes que tu nous as montrées au début. Donc, il y a différents lieux dans l'ellipse, et il m'a semblé que entre la première ellipse et les enveloppes que tu nous présentais, il se poserait la question des deux foyers. C'est-à-dire que les deux foyers sont dans l'enveloppe intérieure, mais est-ce qu'il n'y a pas des foyers dans les enveloppes extérieures, dans les ellipses extérieures? Des mouvements. Ouais. Donc, et ma dernière remarque porte sur ce que tu as dit sur le métro, qui m'a paru vraiment très, très intéressant, c'est-à-dire l'ellipse, la très concrète, et le chuchotement. C'est-à-dire la transmission de la parole dans et par l'ellipse spatiale. Dans la cure thérapeutique, est-ce qu'il y a cette question de, et est-ce seulement métaphorique, de rendre audible l'inaudible? C'est-à-dire, est-ce que l'ellipse a cette fonction typique du chuchotement, c'est-à-dire de quelque chose qui est voué au silence, puisqu'on chuchote pour ne pas être entendu, et qui est de rendre audible cette parole chuchotée. Voilà, c'est des pistes qui m'ont beaucoup donné presque à rêver autour de l'ellipse. Merci beaucoup, Denis. Il y aurait beaucoup à dire à partir de tes remarques, mais j'ai peur qu'on soit pris par le temps. Simplement, une première remarque, c'est que j'ai souvent comparé la psychothérapie à une navigation. Et en indiquant, par exemple, qu'il était important, et tu ne seras pas contre, de partir en possédant déjà des cartes. Alors, non pas des cartes du parcours qui va être effectué, parce que ça, c'est impossible. On ne connaît pas le parcours de la psychothérapie à venir. Mais ce que l'on peut avoir, c'est déjà la nature des obstacles dangereux. Et il y en a deux que j'ai dénommés Charybde et Scylla, mais qui sont plus dangereux que les îlots entre l'Italie et la Sicile, dans la mesure où ce sont un peu des icebergs qui vont bouger, qui vont changer de place et de position au cours de la psychothérapie. L'un des icebergs, c'est les symptômes du sujet. Si on s'approche trop près des symptômes du sujet, on s'approche trop près du foyer de l'addiction, et voilà, c'est en danger. C'est en danger. Si on s'approche trop près de Scylla, alors Scylla, ce n'est pas les symptômes, sans jeu de mots, c'est les lieux où le sujet est à l'aise. Si on s'approche trop près de là où le sujet, effectivement, peut œuvrer sans aucune difficulté, mais même avec talent, alors là, rien ne va bouger. Donc, le premier iceberg, c'est les brisants, et le deuxième iceberg, c'est échouer le bateau sur un haut fond. Hein, en gros. Donc, d'accord pour la carte marine. Et donc, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit. Et je retiendrai pour finir, bon, le fait que l'ellipse n'est pas une simple métaphore, non. Elle tend, au contraire, à rendre visible ce qui ne l'est pas. Et pour ce qui est des foyers existants dans les enveloppes, dans l'enveloppe et dans le pacte éthique, oui, tout à fait. Là, je n'ai pas poursuivi la recherche sur la structure de ces sphères englobantes, mais tu as sûrement raison. Il y a sûrement la possibilité de concevoir ces espaces englobants comme ellipsoïdes aussi, sans doute. Mais là c'est une piste à explorer. Merci beaucoup. Merci à toi. Bien, je crois Oui. Il y avait une question d'Avner, mais malheureusement, on doit s'arrêter maintenant. Excusez-nous, Avner. Mais comme on doit finir plus tôt le séminaire, il faut qu'on fasse la pause maintenant. Et laisser au moins 1h20 à dédier. On revient dans 10 minutes, si vous le voulez bien. On s'organise ici et on se retrouve dans 10 minutes. Merci à tout le monde.